Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition numéro 21 des rendez-vous LEW. Alors aujourd'hui, on va parler social listening, qui est un des, on va dire, un des sujets phares, des choses que l'on évoque et que l'on traite aussi auprès des entreprises. Donc, pour nous présenter, nous sommes donc Maud et Anthony Rochant, donc fondateur de LEW, donc l'acronyme de Les Experts du Web, donc qui est une structure de formation et de conseil en communication et influence, donc certifié CNEFOP et Calliope, donc organisme de formation. Donc au quotidien, on accompagne des directions de com, des directions marketing, des social managers aussi, notamment. On est blogueurs, podcasteurs, créateurs de contenu avec nos médias, blog et médias Visibilise et Social Media Optimization. Et puis le volet aussi networking, puisque depuis maintenant de nombreuses années, nous organisons des rencontres, donc networking entrepreneurs et des afterworks sur Lyon et sur Paris, notamment donc des matinales et aussi des meetings, on va dire des meet-up de façon assez régulière. Créateur de contenu aussi, créateur de contenu en B2B sur X et sur LinkedIn. Et donc, ce qui nous permet on va dire, d'avoir un petit peu l'envers du décor, parce qu'on connaît bien aussi les relations avec les agences et avec les blogueurs, puisque voilà, on se situe, on va dire, des deux côtés de la barrière. Donc voilà un petit peu pour notre présentation. Et puis les rendez-vous LEW. Donc, Maud, je te laisse nous en parler un petit peu. Tout à fait. Ça rentre dans le cadre des différents types de contenus qu'on peut effectivement proposer depuis quelques années maintenant. Les rendez-vous LEW, c'est toujours un moment qu'on aime beaucoup parce que c'est beaucoup de partage avec la communauté. Ils existent depuis 2017, on les a mis en place. Au départ, c'était des rendez-vous physiques, voilà, tout simplement avec l'idée de partager autour des bonnes pratiques du digital, à chaque fois avec une thématique clé. Donc, le tout premier, on avait fait à l'époque avec Scoopit sur la partie curation de contenu. On a fait également avec Tracker sur les best practices de l'influence. Avec Pleddy, on a aussi parlé marketing automation avec web mécanique, d'autres sujets aussi autour de la partie sociale, social media marketing aussi avec SEM Rush. Bref, de nombreux rendez-vous depuis quelques années dans le cadre de ces rendez-vous LEW, pour lesquels on a toujours plaisir à fédérer en fait voilà, différentes communautés évoluant dans le monde du digital, et l'idée, encore une fois, étant de partager un certain nombre de tips. Dans ce cadre, on a également une édition spéciale Femmes d'influence chaque année, l'idée étant aussi de valoriser voilà, les profils qui ont un certain leadership dans notre domaine. Donc voilà pour ce qui est des rendez-vous LEW qui aujourd'hui, pour le coup, sont vraiment des rendez-vous au format webinar, au format voilà, webconférence depuis maintenant 2 ans à peu près. Et donc aujourd'hui, avec nous, Christophe Asselin, donc, qui est Senior Insight and Content Specialist Marketing chez Digimind. Bonjour Christophe. Bonjour Maud, bonjour Anthony. Merci de m'accueillir et de m'avoir invité pour votre webinaire. Je me présente un petit peu. Donc, comme Anthony l'a dit, Christophe Asselin, je travaille chez Digimind au marketing. Donc, mon poste, Senior Insight et Content Specialist, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être aussi créateur de contenu. Donc, ça va de simples messages à des blog posts, des livres blancs, des études, des conférences, beaucoup d'études sectorielles aussi qui sont disponibles sur le site Digimind, mais toujours à partir d'analyse de la donnée social media, de la donnée web, pour en tirer des tendances et des insights. Je présente brièvement Digimind. Donc Digimind, c'est une société qui a été créée en 1998. Donc on est là depuis 25 ans, ce qui veut dire qu'on est apparu avant le développement des réseaux sociaux. On vient des métiers de la veille, donc on fait des logiciels de veille et de social listening. Ce qui veut dire que on va pouvoir aussi bien savoir capter des données à partir des API des réseaux sociaux que capter et collecter, analyser des données donc sur tous les espaces de discussion que sont les blogs, les forums ou les avis consommateurs ou tout autre site web. Puis on va qualifier tout ça, l'analyser via des
data visualisations, partager tous ces flux et les injecter éventuellement dans d'autres systèmes d'information. Donc, on est une société maintenant internationale qui est implantée dans différents pays sur pratiquement tous les continents. Et en termes de clients, c'est très diversifié. Ça va des annonceurs type grandes industries, laboratoires pharmaceutiques, aux agences. Donc, ça peut être des grandes agences comme des plus petites par taille, mais grandes par la spécialité et le talent, donc qui vont être spécialisées dans le digital, dans le web, dans l'analyse d'opinion ou les analyses médias encore. Voilà, brièvement pour présenter Digimind. Donc, on est éditeur logiciel de veille et de social listening. Merci Christophe pour cette présentation. Merci. On va basculer sur l'état, on va faire un petit état des lieux assez rapide sur le social listening et on va savoir un petit peu ce que c'est et comment ça s'articule. Ouais. L'écoute sociale, c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis quelques années et c'est vrai que ça se structure beaucoup. C'est devenu vraiment un essentiel pour les marques puisqu'elles permettent vraiment aujourd'hui d'avoir une compréhension approfondie des consommateurs sur plusieurs niveaux. On pourrait peut-être l'apparenter à de la lecture de pensée pour certains, en tout cas à minima. On va dire que ça peut fonctionner en tout cas comme un espèce de décodeur sur plusieurs aspects ici. Donc on a effectivement tout ce qui tourne autour de la surveillance des conversations, puisqu'on va analyser différents types de conversations sur différentes plateformes en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur des blogs, sur des podcasts aussi. Donc voilà, sur tout plein de supports, et ça permet vraiment de se saisir un petit peu de l'opinion publique sur les différents sujets qu'on va aller trouver sur la toile en fonction du cadre qu'on aura défini aussi pour ce faire. Donc ça permet un petit peu de voir un petit peu qu'est-ce qui se dit possiblement autour d'un sujet, autour d'une marque. Encore une fois, tout dépend du scope qu'on va mettre en place derrière. Dans le cadre de la surveillance des conversations. On a de l'autre côté tout ce qui tourne autour de la compréhension des besoins qui vont pas forcément être exprimés. Donc vraiment en analysant des discours de façon vraiment très précise, on va aller aussi possiblement focaliser des choses sur des besoins ou des désirs qui ont été pas forcément pleinement comblés, et en tout cas on va pouvoir avoir une certaine vision, un certain aperçu des attentes du marché sur lesquelles possiblement aussi apporter des réponses. Donc des réponses que ce soit dans effectivement la stratégie relationnelle et dans le cadre de, et ça c'est le troisième point, toute la partie qui va tourner autour de l'amélioration produit, puisqu'effectivement en identifiant ce qu'on appelle des pain points, éviter les anglicismes et parler de points de douleur, on va effectivement, en fonction des commentaires qu'on va récolter, adapter ou développer possiblement des produits qui vont pouvoir mieux répondre aux préférences des clients, à la façon dont ils vont consommer aussi certains produits. Donc le but étant encore une fois dans le parcours d'améliorer tout ce qui tourne autour de la satisfaction client dans la consommation des produits, mais aussi la fidélité dans le temps et possiblement aussi augmenter le panier d'achat. Et enfin, ici, on a donc toute la partie autour de l'optimisation du service client. J'en ai un peu parlé en filigrane sur le fait de forcément répondre possiblement aux plaintes des clients. Donc là, ça va aussi pouvoir toucher tout ce qui tourne aussi autour du SAV et en tout cas améliorer l'expérience client plus de façon directe et instantanée. L'idée étant de sécuriser le plus possible et renforcer la réputation de la marque dans ce cadre. Donc du coup, en résumé ici, on a vraiment l'écoute sociale qui va fonctionner comme un décodeur et va donner aux marques finalement une opportunité vraiment précieuse de pouvoir mieux cerner et s'adresser à leur public cible en comprenant leur mode de fonctionnement, les sentiments et les attentes qu'ils peuvent nourrir dans le cadre de leur parcours et ce de bout en bout. Donc voilà ce que je pouvais dire autour du social listening ici. Alors, c'est vrai que là, ici, on a justement sur notre état des lieux les différents usages de l'écoute sociale avec la répartition. Donc là, il s'agit effectivement des clients de Digimind. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en pôle position, on va avoir ici la veille de marque, ce qu'on appelle communément la surveillance de marque, qui va en fait impliquer ce qu'on appelle une supervision systématique des plateformes pour arriver à détecter en fait
les références qui sont faites en fait à votre marque. Donc, c'est de connaître les lieux, les contextes dans lesquels la marque en fait est discutée, ce qui va donner en fait une compréhension approfondie de sa perception publique, et tout en fournissant des retours de la part de l'audience. Donc ça, c'est ce qui va permettre de surveiller de façon proactive les situations de crise en fait éventuelles, et puis d'intervenir de façon assez prompte, on va dire, face aux interrogations et aussi aux critiques. Donc ça va empêcher aussi les différents problèmes de s'aggraver, on va dire. Donc ce qui va permettre d'assurer activement, de préserver, on va dire, la réputation aussi de la marque. Le deuxième usage, on va dire, c'est pour les insights consommateurs, en fait, de comprendre les perceptions et les attitudes, ce qui va permettre par exemple, de détecter des lacunes sur des offres actuelles sur un marché, en écoutant notamment les retours, les plaintes, les points de friction, on va dire, ou de frustration, les différents souhaits aussi consommateurs, ce qui va être un moyen d'offrir des opportunités pour des innovations ou encore pour des améliorations produits. Donc le social listening aussi peut permettre d'améliorer un produit. Pour un chef de produit aujourd'hui, ce sont des informations et des insights précieux qui va permettre effectivement de mettre en place par exemple un produit que demande, on va dire, le marché, que par exemple à la concurrence, ou vraiment d'apporter des améliorations sur une fonctionnalité qui n'est pas présente encore, voilà, par exemple sur un service ou un produit. Donc on a aussi cet usage. Alors, il y a d'autres usages aussi derrière, notamment l'analyse de la concurrence, et ça, Christophe aussi va vous en parler, l'analyse de la performance des campagnes, gestion de crise, etc., suivi des tendances. Donc, on a vraiment des utilisations, on va dire, assez diverses de manière générale pour le social listening. Ce n'est pas uniquement que pour monitorer, on va dire, la réputation, mais bien aussi pour d'autres éléments, d'autres choses. Ouais, merci Anthony. Effectivement, je vais reprendre à travers des cas pratiques certains usages que tu viens de décrire. La gestion de crise, alors ça c'est quelque chose d'assez négatif, mais qui est essentiel pour les marques. Il y a certaines marques qui sont très souvent, on va dire, attaquées, qui font l'objet de désinformation ou de bad buzz sur les réseaux sociaux, notamment. Je vais prendre un exemple concret et réel qui a eu lieu au mois de mai de l'année dernière. Donc, vous voyez à gauche en haut, c'est une analyse graphique, une détection de pics anormaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va grâce notamment à l'intelligence artificielle, même si j'aime pas trop ce mot un peu fourre-tout, c'est grâce au machine learning, détecter des pics de mentions anormaux en termes de chiffres, anormaux en termes de volume de mentions, et aussi de sujets abordés. Donc là, c'est l'histoire de Leroy Merlin, qu'on suit tout simplement à travers une requête Leroy Merlin ou Leroy Merlin tout attaché pour bien cerner ce qui se passe sur les comptes sociaux. Et au mois de mai l'année dernière, il y a un pic qui apparaît, qui est détecté dès qu'il commence à progresser. Au milieu, en haut, vous voyez, il y a une analyse en cliquant sur le pic qui apparaît, et le machine learning nous permet de comprendre qu'il y a une augmentation anormale de plus de 1000%. Il va nous expliquer aussi que on parle d'une personne qui s'appelle Agathe Mon Pays et que c'est diffusé sur tel et tel média en premier. On va aussi intégrer de l'intelligence artificielle générative, notamment à partir de la capacité de résumé de modèles de langage de type ChatGPT, qui vont résumer l'information ou une des informations qui est à l'origine de ce pic. Et là, en l'occurrence, l'information, c'est Agathe Mon Pays est nommée à 28 ans DG de Leroy Merlin, donc les grandes surfaces de bricolage. Ça, c'est pour la vraie information. Et puis, il y a une fake news, comme quoi Agathe Mon Pays ferait partie de la famille Muliez, donc qui est propriétaire du groupe Auchan, Leroy Merlin, Noroto, etc. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été nommée à 28 ans aussi vite. Elle ferait partie de cette famille-là, ce qui est faux. Et donc, comme on est dans la social intelligence, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a cette collecte de données,
mais il va y avoir tout de suite la direction de la communication. Je dis tout de suite parce qu'il y a une réactivité qui est assez exemplaire dans ce cas-là. C'est-à-dire que le DIRCOM, vous voyez certains tweets à droite, en haut à droite, va analyser ces messages, va voir que c'est anormal et va donc communiquer avec les principaux comptes X Twitter qui ont diffusé la fake news, comme quoi elle ferait partie de la famille Muliez, Agathe Pompéi, et donc il va prendre le temps de dialoguer à l'aide d'une cinquantaine de messages avec ses comptes à la plus forte audience qui ont diffusé la fake news. Et puis après, dès le lendemain, ils vont diffuser des communiqués correctifs auprès des médias. Donc, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la capacité d'analyser les données, de les recevoir, mais ensuite, il y a la prise de la décision. Donc, on est dans de la vraie social intelligence. Et là, il n'y a pas la vue à l'écran, ce que je ne voulais pas surcharger, mais Anthony vous en reparlera tout à l'heure avec la détection d'influenceurs et de sources. On a vu aussi sur ce cas-là, on a pu remonter jusqu'à la source, à l'origine de la fake news au départ. C'était en fait un site champignon, comme il en existe des centaines maintenant. C'est-à-dire un site qui va être créé et qui va disparaître aussi vite. 3 jours après, il avait disparu. Il était offline, qui est habitué à diffuser de la fake news et de la désinformation. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Détecter de plus en plus, être aidé justement par certaines dimensions de l'IA intégrées dans le social listening maintenant, donc que sont le machine learning ou encore le deep learning. Autre exemple, à travers les 2 vues en bas, la captation de messages sur, par exemple, TripAdvisor. Donc, comme je vous ai dit, il faut capter le plus de types de plateformes possibles, les réseaux sociaux, les forums, les sites d'avis consommateurs, dont les sites donc verticaux comme TripAdvisor sur l'hôtellerie, la restauration et les voyages. Là, c'est intéressant parce que c'est deux messages qui concernent le tourisme, concernent un Novotel. Donc, il y en a un qui est très positif, très bon accueil, emplacement offrant une vue sur la Seine, voilà. Et puis un autre qui est très négatif. En fait, les 2 concernent le même établissement, c'est ça qui est intéressant, mais à quelques mois d'intervalle. Et c'est ça le point, c'est-à-dire qu'on va capter ces messages et on ne s'arrête pas au social listening, se dire, bah voilà, j'ai des avis négatifs, ça va me faire un beau graphique avec X% d'avis négatifs, X% d'avis positifs. Non, il va y avoir ensuite la transmission de ces messages-là au service client. Et puis, surtout, le traitement de la cause des désagréments. Donc là, le message négatif, l'origine de cette insatisfaction client, c'est parce qu'on était en plein mois d'août, qu'il y avait des équipes intérimaires, pas forcément bien formées et sous-staffées, qui étaient à l'origine de ça. Donc, encore une fois, social listening, social intelligence, on prend ensuite des actions correctives, ce qui implique bien d'avoir mis en place un process et donc des ressources humaines pour traiter l'information et la data social media qui peut être très volumineuse. Puis un dernier exemple à droite, là c'est la captation de messages sur Facebook cette fois-ci, à travers la traditionnelle phase qui est la plus critique souvent dans le parcours client, la livraison de ce que vous avez acheté sur un site d'e-commerce, sur un site en ligne, les colis qui sont pas là, qui sont endommagés, bien souvent parce que ça dépend pas de l'entreprise initiale, mais de sous-traitants. Et là encore, transmission de ces messages ensuite au service client pour les traiter, mais ensuite gérer, si possible, la cause. Et là, les insatisfactions au travers des colis, dans ce cas-là, c'était la traditionnelle déconnexion entre le logiciel de gestion des stocks et les stocks affichés sur interface web au moment de la commande. Donc, c'est un classique, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, voilà ces exemples. Je voulais vous parler aussi maintenant de petites astuces, de tips qui sont intéressants d'observer quand on utilise et quand on pratique le social listening. D'abord, l'optimisation du copywriting avec l'analyse de tendance. Ce que je veux dire par là, alors, copywriting, c'est au sens large, et analyse de tendance, c'est aussi au sens large. À partir du moment où vous avez à créer des messages, créer du contenu, que ce soit d'un message sur les réseaux sociaux, un blog post ou toute une étude ou un livre blanc, c'est important de capter en quelque sorte l'air du temps et finalement les tendances qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux qui peuvent être transmises à partir des réseaux sociaux.
Tendance, j'ai dit que c'était au sens large, ça peut être des tendances très macroéconomiques, donc qui vont concerner énormément de monde et des pays entiers. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on a pu capter pendant les 2 ans de pandémie, même si c'était pas très drôle, on a vu énormément d'évolution dans les styles de consommation, parce qu'évidemment c'était contraint. Donc c'est là qu'on a vu des pratiques en captant les messages sur les médias sociaux, qu'il y avait beaucoup de gens sur les logiciels comme Zoom, sur Clubhouse, House Party, entre parenthèses, c'est des choses qu'on a un peu oubliées maintenant, des gens qui commandaient beaucoup de choses pour leurs enfants, des jeux sur Pantacraft par exemple. Ce caractère un peu anecdotique pour dire qu'on peut capter énormément de choses et de tendances, ensuite créer du contenu pour s'adapter. J'ai mis un exemple à l'écran, on a regardé les tendances l'été dernier, un peu plus microéconomique cette fois-ci, centré sur le cinéma et les blockbusters de l'été dernier. Et il y a eu cette fameuse opposition entre 2 films, Barbie et Oppenheimer, qui n'ont pas grand-chose à voir, dont on a beaucoup parlé. Et donc, il y a énormément de marques qui se sont engouffrées dans on va dire dans le newsjacking et l'exploitation du buzz autour de ces 2 blockbusters, en créant beaucoup de contenu, ce qui fait que si vous avez été un peu à cette époque-là sur X, sur Facebook et même sur Threads, qui s'était lancé à ce moment-là dans les pays hors Europe, il y avait une saturation de messages de la part de marques qui voulaient rebondir sur Barbie et dans une moindre mesure Oppenheimer. Ce qui veut dire que c'est bien d'analyser les tendances et d'essayer de s'en inspirer pour créer du contenu, mais il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs, si l'espace n'est pas complètement saturé et que après la différenciation va pas être possible, vous allez au contraire potentiellement lasser votre audience. J'ai mis aussi un camembert, une analyse de part de voix. Donc, alors, toutes ces analyses graphiques derrière, si on clique, on a les messages correspondants. C'est une analyse de part de voix qu'on avait faite pendant la Coupe du Monde de rugby pour voir quelle était la popularité des différentes équipes. Alors, évidemment, c'est en plusieurs langues, sinon on favoriserait uniquement en français le 15 de France. Et ça permet ensuite d'aller vraiment de créer du contenu autour des équipes les plus populaires, mais aussi très précisément de dire est-ce que pour parler de l'équipe d'Argentine, j'utilise quel mot-clé? Plutôt équipe d'Argentine, plutôt les Pumas, etc. Idem pour l'équipe d'Italie, Squadra Azzurra, je ne vais pas les faire toutes, mais voilà, on peut avoir de l'inspiration et des insights très précis pour créer son contenu. Autre cas, les nuages de tags. Alors, je vais pas trop en parler parce que Anthony et Maud vont en reparler après, c'est-à-dire capter les préoccupations des consommateurs. Là, ça concerne le marché du café et voir quels sont les sentiments des consommateurs dans différents pays autour de la consommation de café, que ce soit chez soi avec votre machine Nespresso ou dehors avec un Starbucks. Et on voit par exemple que ce qui préoccupe les gens, par exemple aux USA, je schématise un petit peu, ça va être la température du gobelet de Starbucks, qui est souvent très chaud, voire plutôt, on va dire, brûlant. Et puis en Amérique du Sud, c'est plutôt le caractère crémeux du café. Tous ces types de préoccupations qui vont permettre ensuite d'adapter du contenu, notamment jusqu'au site web, et donc de créer des rubriques en fonction de ces insights consommateurs. Deuxième type de tips qu'on peut avoir, j'en ai un peu parlé à travers cette analyse des tendances. Ce qui est important, et c'est un des gros usages, Anthony l'a dit tout à l'heure, on regarde ce que font les concurrents. C'est toujours intéressant de se positionner par rapport aux concurrents. Donc, sur différents aspects, ça peut être surveiller, analyser la concurrence pour la comprendre, pour voir ce que font les autres, donc la surveillance classique, pouvoir imaginer votre propre stratégie, quelle marge de manœuvre vous avez, est-ce que c'est un très gros concurrent avec beaucoup plus de moyens que vous, donc dans ce cas-là, ça va pas être forcément évident de le suivre, ou au contraire, vous avez un petit peu de moyens, vous pouvez vous confronter. Donc niveau 1, ça peut être l'analyse de part de voix en termes de earned media, donc c'est le camembert que vous voyez à l'écran. Donc le earned media, c'est vraiment les conversations spontanées de la part des internautes. Donc là, on voit par exemple sur le marché, cette fois-ci, c'est plus le bricolage ici, c'est les grandes surfaces de jardinerie, que il y a différentes parts de voix c'était une mesure entre mai et juin dernier sur les grandes jardineries en France. La plus grosse part de voix, c'est Truffaut, puis ensuite on a Jardiland et Gamme Vert. On s'aperçoit que Gamme Vert, même s'ils sont en 3e position, en cliquant sur cette part de voix, on s'aperçoit que il faut analyser en profondeur. On voit qu'il y a beaucoup de mentions très positives sur Gamme Vert, et puis qu'il y a une dynamique aussi qui est liée aux boutiques, puisque Gamme Vert, c'est le plus gros réseau de boutiques de jardinerie. Tout ça pour vous dire que
L'analyse, il faut souvent la faire en profondeur. On regarde les parts de voix et puis si derrière, finalement, c'est de la notoriété qui est plutôt négative, positive ou les deux et quelle est la dynamique de ces messages. Et le niveau 2, ça peut être le own media, donc c'est le tableau de benchmark qui est en dessous, où cette fois-ci, on va comparer la performance des propres comptes sociaux des marques. C'est-à-dire qu'on va regarder comment communiquent, à travers quel contenu communiquent les marques ici de jardinerie sur LinkedIn, sur X, sur YouTube, TikTok et Instagram, par exemple. La puissance de leur communauté, les interactions, c'est-à-dire les partages, les likes et les publications. Donc, on pourrait se dire, en faisant ce petit benchmark, là encore, c'était sur mai-juin dernier, que c'est Truffaut les mieux positionnés, très forte communauté, 342 000 interactions sur la période. Mais en fait, quand on regarde un peu dans le détail, là aussi on analyse derrière, on s'aperçoit que si on rapporte le nombre de publications sur cette période de mai et juin, rapporté au nombre d'interactions, finalement, c'est Botanique qui s'en sort le mieux, puisqu'il génère en moyenne 1900 interactions, donc des likes et des partages et des commentaires, 1900 interactions par message en moyenne, et c'est seulement, entre guillemets, 870 pour Truffaut. Donc, il faut regarder, et puis ensuite, on aura la possibilité de voir en détail quels sont les messages, précisément sur les réseaux sociaux, qui ont permis à ces marques-là d'engager avec leurs clients, avec leurs consommateurs et comment ils engagent, si c'est plutôt du like, donc du très quantitatif, ou si c'est plutôt du commentaire plus qualitatif. Donc voilà, la possibilité aussi avec le social listening de toujours regarder ce que font les concurrents pour s'inspirer ou pour comprendre la stratégie. Je laisse maintenant Anthony et Maude à travers d'autres tips. Merci Christophe, intéressant, c'est complet, on a des bonnes pistes là ici. On va continuer sur la même lancée avec la partie, on va dire, influence marketing et leader d'opinion. Donc le social listening aussi va nous permettre aussi dans le cadre d'une campagne d'influence, d'aller identifier donc des influenceurs, des leaders d'opinion, donc sur un sujet en particulier. Donc, pour identifier des leaders d'opinion sur un sujet précis, le premier point, ça va être de définir le sujet vraiment de façon claire et nette, c'est-à-dire d'être hyper spécifique sur le sujet. Plus le sujet, en fait, va être ciblé, mieux on pourra filtrer le bruit, finalement, et se concentrer sur des conversations pertinentes. Donc, ça va passer ici aussi par l'analyse des conversations, donc de vraiment s'immerger, en fait, dans les données, de chercher qui poste régulièrement sur le sujet, quels sont les posts qui reçoivent beaucoup d'engagement en termes de likes, de partages, etc., etc. Donc là, j'ai fait un exemple ici avec le CES 2024. Donc on a effectivement ici un top influenceur, donc les influenceurs qui gravitent effectivement autour de l'événement avec différents scores et différentes data tierces ici qu'on peut avoir en termes de mentions, etc., etc. Et ça va être déjà un premier axe pour on va dire, défricher un petit peu le terrain et avoir une idée, on va dire, justement, des influenceurs qui gravitent autour du sujet. Mais il va falloir effectivement aller un peu plus loin, notamment d'identifier les leaders d'opinion avec un impact émotionnel, c'est-à-dire rechercher en fait des individus dont les publications sur le sujet, notre sujet en particulier, vont générer non seulement beaucoup d'engagement, bien sûr, mais aussi du sentiment positif. Une influence positive, c'est un signe de confiance et un signe de crédibilité. La constance aussi de ce sentiment, parce que c'est pas tout, de vérifier aussi si le leader d'opinion en question maintient un sentiment cohérent dans ses différents posts, parce que si l'on a des fluctuations qui sont très fréquentes, ça peut indiquer un manque de cohérence ou un manque d'authenticité. Donc là, le NLP, ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, va être ici de mise dans le contexte du social listening. Donc on parle, voilà, pour rappel, d'une technologie qui va permettre aux machines de comprendre, d'interpréter et de répondre en fait au langage humain, et ça de manière utile. Et c'est ce qui va faciliter en fait l'examen de toutes les émotions qui sont véhiculées en fait sur les différents posts, et ce qui va nous donner un aperçu de la perception des consommateurs à leur égard. Donc le fait en discernant, on va dire, les différentes réactions émotionnelles, donc que ce soit positif, négatif ou neutre, eh bien, il sera beaucoup plus facile de peaufiner l'approche de communication
en fonction et de répondre de façon, on va dire, adéquate, et donc de partir effectivement peut-être sur des partenariats et partir en confiance sur certains partenariats. Donc c'est ce qui va nous permettre on va se baser en fait ici sur les émotions perçues, et on va pouvoir solidifier aussi la réputation, on va dire, de l'influenceur en question. Donc on va vérifier aussi par ce biais-là la qualité aussi et l'autorité, c'est-à-dire ne pas se laisser tromper par les chiffres seuls, hein. CF, tout ce qui va être vanity metrics, ça faut faire attention à cela, de voir que un vrai leader d'opinion, il a non seulement une audience large, mais une audience aussi qui est engagée. Donc on va regarder la qualité des interactions. Est-ce que les gens, de manière générale, répondent? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils débattent? Donc ça, c'est aussi un point important qu'on va regarder. La pertinence, bien sûr, du contenu, puisque le volume ne fait pas tout. Un influenceur doit publier du contenu qui est non seulement populaire, mais qui est aussi pertinent, qui est informatif, on va dire, sur le sujet en particulier. Et ce sera une question aussi de fréquence et de consistance. Est-ce qu'il est régulier aussi dans ses publications, cohérent dans son message? Donc, c'est ce qui va permettre de construire la confiance aussi et l'autorité au fil du temps. Et puis, on va examiner finalement le réseau, puisque on peut dire qu'en fait, un vrai leader d'opinion est souvent bien connecté. On va regarder avec qui elles ou ils interagissent et qui partagent finalement leur contenu. Ce qui nous permet aussi de regarder aussi le dernier point, c'est l'engagement direct. C'est de poser aussi des questions, de participer aussi à des discussions, à ces discussions-là avec autour de la thématique avec les influenceurs en question, ce qui va aussi nous donner une meilleure compréhension de leur influence et de leur expertise. En gros, de rentrer aussi dans leur scope pour engager, on va dire, directement, ce qui va faciliter la compréhension finalement de ce qu'ils font, hein, et de manière générale de leur influence. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'identifier plus facilement les leaders d'opinion. Et avec, on l'a dit tout à l'heure, avec le sentiment, ça va effectivement nous permettre de savoir comment ils sont perçus par leur public de manière générale. Donc, un indicateur sur lequel on pourra se baser. C'est aussi le social listening, c'est aussi la possibilité de repérer aussi, on va dire, les thématiques qui vont attirer le plus d'attention et aussi, on va dire, les différentes inquiétudes potentielles de la communauté, donc qui va nous permettre derrière de développer l'engagement avec les membres d'une communauté. Donc, en fait, quand on regarde bien, en gros, c'est on va dire, d'écouter avant de parler. C'est-à-dire avant de poster du contenu, c'est de savoir en fait quelles sont les différentes discussions qui sont en cours. Est-ce qu'il y a des questions qui sont des questions fréquentes qui reviennent ou sur des sujets brûlants, on va dire. Donc l'écoute active va plutôt nous aider à créer des publications qui sont en phase pertinente et aussi, on va dire, opportune. Donc ici, c'est de garder en fait un œil assez attentif sur les différentes tendances, les différents sujets qui captivent le plus la communauté. Donc ça va impliquer, donc, on va dire, une écoute active des conversations, mais aussi une analyse assez minutieuse des interactions et finalement de prendre en compte les thèmes qui résonnent le plus fréquemment et qui vont susciter l'intérêt des membres. Donc on scrute les échanges, on décrypte finalement les commentaires, on note vraiment les sujets récurrents. C'est ce qui va nous permettre de capter, on va dire, le pouls de la communauté. Donc par la suite aussi, c'est le but de l'opération, finalement de concevoir du contenu qui résonne directement avec les différents intérêts et puis les besoins qui ont été exprimés par la communauté. Donc ça va se traduire par, tout à l'heure, Christophe a parlé de copywriting et de création de contenu. Ça va se traduire effectivement par la création d'articles, de vidéos, de posts, etc., d'autres formats qui vont cibler de façon précise les sujets qui sont en vogue et qui vont être d'une pertinence vraiment marquée, on va dire, pour l'audience. Donc, ça va nécessiter une personnalisation du contenu en l'alignant vraiment de façon étroite avec les préoccupations vraiment spécifiques, les différentes interrogations et puis les centres d'intérêt du public. Donc, ce qui va nous permettre aussi, avec cette écoute, on va dire, active, d'offrir une vraie valeur ajoutée substantielle, ce qui va catalyser un vrai engagement plus profond. Donc, si on arrive ici à discerner ce que la communauté vraiment
apprécie, elle montre un intérêt prononcé pour certains aspects des sujets de prédilection, eh bien, on va mettre en exergue ces différents éléments dans les communications. Donc ça, c'est effectivement un moyen, on va dire, proactif pour entrer vraiment en résonance avec la communauté et développer, on va dire, l'engagement. Pareil ici, exemple donc sur Healthcare avec l'outil Digimind où on est allé voir les différentes mentions qui ont attrait aux différents concepts clés. Donc on remonte effectivement sur différents mots-clés, donc ce qui va nous permettre d'aller maintenir une communication proactive, on va dire, avec la communauté. Donc, merci Anthony. En tips 5, on a définir ce que l'on va écouter et pour quels objectifs. Alors, on aurait pu finalement le mettre presque d'entrée de jeu, parce que la définition d'un cadre, finalement, c'est ce qui va être essentiel pour que la stratégie puisse être au plus efficiente. Sinon, c'est comme si finalement on allait directement dans la botte de foin sans en tirer les aiguilles. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'écouter avant de parler. C'est un peu ce que disait aussi Christophe tout à l'heure quand il nous a évoqué plusieurs fois les notions de contexte et employé la notion de spécificité dans ce qu'on peut faire. Donc ici, c'est vraiment tout ça qui va être important à prendre en compte pour avoir une écoute sociale qui soit qualitative. Donc effectivement, comme Christophe a pu l'évoquer tout à l'heure, on va glaner différents types d'informations qui peuvent permettre, à partir du moment où on pose un œil finalement éclairé dessus, vraiment aussi faire la lumière sur ce qu'on peut aussi optimiser en interne dans nos propres processus. C'est pas que effectivement donner pour aller à un moment donné identifier des thématiques sur le contenu, ça va être pour réagir de façon plus directe sur du SAV, sur tout un tas de choses dans les différents processus qu'on va mettre en route. Et par rapport justement à toutes ces choses qu'on va aller en tout cas toucher et travailler en profondeur, l'idée c'est bien de définir un périmètre et des objectifs bien spécifiques autour de l'écoute sociale, objectifs qui soient liés directement à la marque, que ce soit lié à un lancement de produit. Donc voilà, on va aller vraiment un peu comme en planification stratégique, finalement, aller niveler, hiérarchiser et structurer tout ça. Et ça, c'est vraiment le socle essentiel qu'il faut pouvoir mettre en place pour pouvoir avoir une stratégie par la suite, opérationnellement parlant, qui soit efficiente. Donc, bien entendu, on va effectivement sélectionner les mots-clés pertinents associés à la marque. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Il y a aussi tout ce qui touche autour du bruit, effectivement, à prendre en compte, parce que ça a l'air simple comme ça, mais effectivement, sélectionner les mots-clés pertinents. Voilà, il y a des communs qui vont être évidents et d'autres possiblement peut-être un peu moins. Donc voilà, il y a vraiment tout ce travail de fourmi. On va vraiment aller chercher la petite bête qui va être essentielle pour aller vraiment structurer et apporter le cadre qui sera bien spécifique dans le cadre de votre stratégie à vous. Il y a l'idée effectivement de surveiller attentivement les mentions des concurrents dans le cadre effectivement, en tout cas d'une surveillance de marché, d'une surveillance des conversations, d'une surveillance de positionnement. Après, on a différentes temporalités aussi qu'on va intégrer dans ce cadre. Et puis aussi dans l'idée de maintenir, donc là, on est plus aussi sur la partie innovation produit, innovation de service, comme on l'avait déjà évoqué, les offres compétitives et dominantes sur le marché. Donc tout ça, à un moment donné, on va aller spécifiquement le cadrer pour pouvoir ensuite adapter les interventions et la création de contenu qui sera pertinente au regard de tout ça. L'idée, c'est aussi, et c'est par rapport à ce que vous pouvez dire de façon plus particulière, Christophe, aussi tout à l'heure, quand on parlait de contexte, vraiment cet aspect sur la spécificité des conversations et des codes que peuvent employer les communautés va aussi être essentiel ici par rapport à ce qu'on va être en mesure aussi de produire derrière. Donc, il y a effectivement le cadre en amont et après, on va dire son ajustement en flux tendu par rapport à ce qui va se passer dans le vivant des conversations, puisque l'écoute sociale, elle est quand même dans quelque chose de très très vivant. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut pouvoir prendre en compte par rapport à ce qu'on va écouter et poursuivre d'écouter dans le temps et par rapport aux objectifs qu'on va mettre en place et rationaliser dans le temps, en sachant que derrière, on va, dans l'idée, essayer de mettre en place des KPI qui soient très clairs et pragmatiques aussi,
pour analyser sur certains points évoqués comme des points de douleur, j'en sais rien, par exemple dans certains retours clients, si les efforts qui ont pu être mis en œuvre portent ses fruits ou non. Je vais dire n'importe quoi, comme ce que Christophe a pu évoquer tout à l'heure, changer certaines choses dans les recrutements estivaux ou que sais-je, pour voir si effectivement certains retours clients qu'on a pu identifier comme plus critiques à une certaine période de l'année par rapport à une stratégie en interne, va modeler des choses ou non dans les feedbacks clients qu'on va être en mesure d'écouter par la suite. Donc voilà, on va aller tâcher d'affiner tout ça. Un des KPI effectivement qu'on peut aussi suivre, ce sera l'augmentation de la valeur de vie de clients, et ça va être par exemple aussi de suivre plus attentivement la manière dont les personnes vont utiliser les services en ligne. Donc voilà, on va vraiment aller suivre de façon très particulière ce type de choses par rapport à des objectifs et des KPI en face qui vont pouvoir être en miroir. Quelques justes éléments que je peux dire from scratch aussi, qu'on peut en tout cas écouter, même si on en a parlé voilà, de façon un peu éparse tout à l'heure. Il y a effectivement la notion de marque et les identifiants sociaux. Donc ça, on va dire, c'est aussi la partie un peu de base et émergée de l'iceberg, voilà, sur des logiques, en tout cas de grosses données. Tout ce qui touche effectivement aux produits et aux collections. Donc on va aussi toucher à toute la logique de campagne aussi possiblement autour. C'est intéressant aussi d'aller regarder tout ce qui va toucher aux erreurs concernant la façon dont on va parler de la marque des produits, puisqu'il y a des choses aussi intéressantes à aller observer possiblement sur les fautes d'orthographe. On a parlé tout à l'heure de la concurrence, donc aller identifier des choses plus spécifiques là-dessus aussi. Il y a effectivement tout ce qui touche aux tendances de l'industrie, du marché, de la même façon que dans les spécificités de certaines conversations, on peut aussi voir vraiment des tendances émergentes. Donc ça aussi, on va pouvoir poser un cadre dessus. Il y a effectivement après les messages slogans, on va dire phares de vos concurrents comme de vous, de les suivre aussi de façon spécifique. Et puis donc de la même façon d'aller identifier que ce soit les ambassadeurs et d'autres types de personnes, tout ce qui est finalement des personnalités et des parties prenantes dans le cadre de votre secteur. Donc il y a vraiment toute une hiérarchisation, un répertoriage, une structuration de tous ces éléments en contexte sur différents niveaux pour pouvoir ensuite faire les choses de façon efficace. Donc vraiment, encore une fois, ce cadre est essentiel et bien entendu sera dédié dans le cadre d'une stratégie qui sera unique à chacun. Donc vraiment définir tout ça, de base ça a l'air effectivement simple, mais ça va vraiment être à l'épicentre d'une stratégie qui sera efficace dans le temps et puis à partir duquel vous ajusterez ensuite. Hop. Donc, encourager l'UGC pour augmenter la part de voix, c'est le tips 6. Vous en aviez déjà parlé tout à l'heure, Anthony et Christophe. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus un secret pour grand monde. On fait d'autant plus confiance effectivement à ce que des personnes vont dire à un moment donné d'une marque, d'un produit, d'un service versus ce qui peut être une parole unilatérale d'une organisation la concernant. Donc c'est vrai que et dans la mesure où les consommateurs cherchent aussi des marques engagées et engageantes, en tout cas trouver et après aussi selon la stratégie qui porte sur les produits ou sur ou plus marketing global de l'entreprise, l'idée ça va être de pouvoir affiner effectivement les choses pour augmenter sa part de voix. Donc partager des expériences de façon spécifique en incitant effectivement l'audience à partager certains types de contenus avec des exemples ou voilà, quelques directives simples pour les aider par exemple à démarrer, je dis n'importe quoi, par rapport à l'usage de votre produit. Alors en B2B, j'entends surtout après des choses qui se valent aussi en B2C, mais voilà, l'idée est vraiment d'accompagner par la main ici finalement les audiences peut vraiment permettre aussi d'augmenter la part de voix en leur donnant finalement du contenu à valeur ajoutée qui va répondre à un moment donné à quelque chose de spécifique. Donc c'est vrai que voilà, l'idée c'est de pouvoir concevoir vraiment des expériences qui soient partageables. Donc après, ça peut être par le biais de différents rendez-vous, ça peut être par rapport à la caractéristique unique d'un produit sur lequel on va inviter un client à se positionner, même par rapport à un séjour. Par exemple, parce qu'on parlait aussi de l'hôtellerie
tout à l'heure. Ça peut être lié à la découverte d'un produit, au déballage de son produit. Donc vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses à aller imaginer autour de ça et dans les différents canaux à partir desquels aussi aller chercher justement cette part de voix qui va alimenter derrière la data sociale à partir de laquelle de la même façon ajuster la stratégie. Donc vraiment, éduquer l'audience dans ce cadre, ça va vraiment être clé pour pouvoir aussi être plus visible et puis avoir une marque qui authentiquement, pardon, soit plus engageante ici. Du coup, pourquoi est-ce que le contenu généré par les utilisateurs, par une marque, va avoir de l'intérêt? C'est effectivement, pour synthétiser ici, pour ce qu'on appelle la preuve sociale notamment, puisqu'effectivement, on va cultiver des choses, des dispositifs dans l'optique d'avoir une expérience client qui soit positive. Et à partir du moment où on a le retour de l'autre côté, la preuve sociale est là. On a effectivement tout ce qui tourne autour du fait d'augmenter le temps passé aussi sur les pages web dans ce cadre. Alors, d'autant plus aujourd'hui avec le format audio et vidéo, ça permet aussi de se positionner de manière générale avec du contenu qui est là et sur des mots-clés d'une certaine manière, possiblement avec un peu moins d'efforts, même si derrière, il peut y avoir aussi de la modération. Et de fait, derrière, eh bien, on peut favoriser plus facilement la transfo. S'il y avait le doute sur un produit quelconque, à partir desquels les informations qui vont être trouvées par des consommateurs aussi, par exemple, eh bien, vont pouvoir effectivement plus facilement passer à la décision d'achat, par exemple. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici vraiment sur tout ce que l'UGC va pouvoir apporter aussi dans ce cadre de manière générale et dans l'idée que dans ce cadre précis, eh bien, on va pouvoir augmenter la part de voix. On vous a mis un petit exemple avec Decathlon. Alors Decathlon qui est la marque préférée des Français, c'est surtout une marque qui fonctionne beaucoup. Je vous disais tout à l'heure, on parlait de marque engagée et engageante. Clairement, dans ce cadre, Decathlon se positionne un peu comme une marque passion. Et pour le coup, c'est vraiment tout l'intérêt par rapport à ce sur quoi elle est positionnée, de pouvoir capitaliser sur l'inspiration qu'elle peut donner pour les consommateurs. Donc, dans le cadre de ces différents types de lancements produits ou d'innovation, c'est vrai qu'elle mise beaucoup sur l'UGC et sur l'influence, cette marque. Et dans le cadre d'une nouvelle gamme qui s'appelle Orao, qu'ils ont sorti il y a quelques temps en arrière. Ils avaient effectivement misé sur certains ambassadeurs et des kitesurfers pour promouvoir des nouveaux produits avec du contenu, notamment vidéo. Donc l'idée était, comme on a pu évoquer tout à l'heure, d'éduquer un peu la communauté et de pouvoir inspirer effectivement les consommateurs, tout en, dans le même temps, finalement montrant la qualité des produits de la marque, les produits Decathlon. Donc, on est un peu sur ce double effet plus. Et effectivement, dans ce cadre-là, Decathlon, au-delà de cette campagne spécifique, mise beaucoup sur le recrutement d'ambassadeurs auprès de ses clients et sur les médias sociaux. Donc, dans le cadre aussi de recrutement de cyclistes, par exemple, pour partager leur expérience, je crois qu'ils avaient eu plus de 620 candidatures de cyclistes très, très enthousiastes à l'idée justement de pouvoir partager du contenu. Donc, vraiment, on est vraiment dans une logique d'inclusion finalement des communautés pour partager aussi des expériences en leur fournissant aussi des éléments authentiques et qui leur permettent de relater des choses. Donc, on va vraiment finalement pouvoir capitaliser sur tous ces contenus pour augmenter aussi sa part de voix. Et de l'autre côté, par des communautés qui justement sont pleinement en phase avec la marque, récolter aussi des feedbacks sur les réseaux qui permettent aussi, encore une fois, d'améliorer ou se poser les bonnes questions sur l'expérience client qu'on propose, de modeler au-delà de cette expérience-là ce qui va être des fonctionnalités de certains produits, etc., etc. Donc, on est encore une fois vraiment sur quelque chose de bien spécifique. Et puis, c'est vrai que Decathlon étant vraiment en termes de stratégie sur de la segmentation de produits très très spécifique ici, puisqu'il s'adresse quand même par rapport aux différents types de produits à un bassin assez large. C'est vraiment là pour eux que se place la grosse plus-value de ce type de dispositif. Et merci. Okay. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave.
Donc, est venu le moment des questions-réponses. Il y a une question qu'on a prise ici, qui est de Martin. Comment peut-on distinguer les conversations authentiques influentes des bruits de fond sur les réseaux sociaux et s'assurer qu'on se concentre notre attention et nos ressources sur les discussions qui comptent vraiment pour notre marque? Eh bien, on peut y répondre. C'est avant tout d'analyser, on en a parlé effectivement un petit peu tout à l'heure aussi, c'est d'analyser le contexte des conversations et de s'assurer en fait qu'elles sont réellement pertinentes finalement pour la marque ou pour l'entreprise. Parfois, on peut avoir un mot-clé qui peut apparaître dans un contexte qui n'est pas lié par exemple au secteur. Donc ça, c'est un point à ce niveau-là. Donc de surveiller aussi régulièrement et puis de pouvoir réagir. Le suivi doit se faire en fait en continu aussi, puisque on sait que les réseaux sociaux évoluent vraiment très très rapidement. Le fait d'avoir une question et d'apporter une réponse ou une action rapide, ça peut influencer positivement une conversation ou par exemple aussi pour gérer une situation potentiellement délicate. Donc ça va vraiment passer par une surveillance, on va dire, proactive et de réagir de façon assez rapide, assez prompte et d'examiner vraiment le contexte et la pertinence vraiment des conversations. J'espère que j'ai répondu à la question. Christophe, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Oui, un petit ajout, c'est-à-dire que sur la collecte des conversations, avec des outils de social listening, ce qui est intéressant, c'est que on peut collecter énormément de conversations et après les filtrer donc par mots-clés une fois la collecte effectuée. Donc c'est vraiment de l'analyse a posteriori. Et on peut par exemple dire, tiens, on va mettre la réglette de l'influence, c'est-à-dire du poids de chaque source qui s'exprime, soit au minimum pour avoir vraiment justement le consommateur classique qui s'exprime, ou alors au maximum sur une échelle de 1 à 10 par exemple, pour avoir les influenceurs qui s'expriment. Donc, idem, on va pouvoir filtrer selon certains mots-clés. Donc, pour éviter justement d'être noyé sous la masse ou le bruit dans les conversations que vous auriez collectées, il y a toujours la possibilité de filtrer, d'analyser a posteriori un certain nombre de conversations, ce qu'on fait d'ailleurs très souvent dans les messages pour pouvoir les traiter de manière efficace. Oui, absolument. Ça va effectivement avec. Pas d'autres questions apparemment pour l'instant. Moi, pour finir, on en avait une pour toi, Christophe. C'est plus une réflexion finalement. Comment tu vois l'évolution, on va dire, du social listening, on va dire d'ici à 5 ans, de façon plus générale, de la social data intelligence. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Alors, à 5 ans, c'est toujours compliqué parce que ça va tellement vite, même d'une année à l'autre. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le social listening doit maintenant s'adapter à un environnement très mouvant, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux qui apparaissent régulièrement. Il n'y a pas que les grosses plateformes majeures qui apparaissent, mais faut savoir qu'il y a avec notamment le fait divers ou les réseaux sociaux sur les zones Asie, il y a énormément de réseaux qui apparaissent. Il faut s'adapter en permanence, ne serait-ce qu'aussi sur les réseaux sociaux actuels majeurs comme X, Twitter. Il faut savoir que l'année 2023, l'API de Twitter a changé de multiples fois, donc il faut des outils très adaptables. Et là, ça va être un enjeu sur les prochaines années pour pouvoir suivre à la fois les nouveaux réseaux sociaux qui se créent et les modifications majeures qu'il peut y avoir sur ceux qui existent. Et puis, ce qu'on voit aussi une évolution majeure, et c'est un peu corrélé, on va dire, à l'aspect mouvant du paysage des médias sociaux et des données qu'on peut collecter. Il va falloir aller au-delà de ce qu'on nous demande de la captation de données issues des réseaux sociaux, du social media, et pouvoir intégrer des données qui viennent un peu d'ailleurs. Donc, de plus en plus souvent, on a des clients qui vont nous demander d'intégrer des données qui sont issues d'enquêtes clients, enquêtes d'opinion,
d'études de marché dans un but précis, c'est-à-dire les corréler, confirmer ou infirmer des tendances qu'ils peuvent avoir eues sur les réseaux sociaux ou compléter des enquêtes d'opinion classiques, voir si l'expression un peu plus dynamique et spontanée des réseaux sociaux vient confirmer ou infirmer les tendances des études de marché. Donc, caractère mouvant, gérer les études, les données très hétérogènes, voilà. Et puis évidemment, l'intégration de plus en plus massive de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ce qui pose une question aussi d'éducation des clients parce qu'il n'y a toujours pas d'outil magique, hein, ça ne fait pas tout. Par exemple, le machine learning nous permet maintenant quand on écrit une requête, de nous suggérer de nombreux mots-clés. Mais tout à l'heure, Maud parlait des fautes d'orthographe à prendre en compte. Le machine learning, l'intelligence artificielle, va pas vous proposer toutes les possibilités de requêtes avec des fautes d'orthographe. Donc, heureusement, il y a toujours besoin de l'humain pour analyser tout ça. Puis, si on va au niveau de la social intelligence, donc vraiment tout le process de captation, d'analyse, ensuite d'action, comme on l'a vu dans certains cas aujourd'hui, que ce soit la création de contenu ou la gestion de crise, eh bien, il faut penser que parallèlement au déploiement d'un outil de social listening, il faut toujours des équipes derrière, des analystes, une organisation assez réactive, parce qu'on est dans des durées d'action souvent très courtes, pour pouvoir agir. Il ne s'agit pas d'avoir des outils les plus perfectionnés du monde et pas d'équipe derrière pour traiter la donnée. Puis enfin, autre grande tendance, de plus en plus, on est obligé d'intégrer le social listening dans des démarches de veille globale sur d'autres environnements, comme la veille des médias, la presse écrite, la presse imprimée, hein, pas seulement les médias sur le web, et donc les études de marché. Donc, va falloir mettre en perspective toute la donnée sociale par rapport à un contexte, un environnement plus global pour essayer de prendre du recul sur la donnée des réseaux sociaux. Voilà ce que je pouvais imaginer sur cette question de prospective. Merci beaucoup, Christophe. Très complet. C'est vrai que on a une évolution extrêmement forte avec l'IA aussi qui s'en mêle. On a parlé aussi de machine learning, donc c'est vrai que on change, ça se complexifie, on change de paradigme complètement. Donc c'est le social listening, c'est plus que c'était en 2015, où on a commencé vraiment à travailler sur des process de social listening. C'est vrai que on a une évolution très forte. Merci beaucoup. On va, il n'y a pas d'autres questions apparemment. Une fois, deux fois, trois fois, jugé vendu. Il n'y a pas d'autres questions. On va clôturer là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce 21e rendez-vous LEW. On se retrouve pour le prochain, pour le numéro 22. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notamment notre blog Social Media Optimization. .fr, sur Visibilize également, notre site lesexpertsduweb.com, et donc Digimine, il y a un blog qui est hyper intéressant, qui regorge d'insights, d'éléments très intéressants sur le social listening, brand monitoring, sur la social data intelligence, je vous conseille, et donc voilà. Ce qu'on peut en dire. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous. Merci Maud, merci Anthony, ça a été un plaisir. À très bientôt, et puis bonne replay disponible d'ici quelques jours, d'ici très bientôt. Salut à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.